La différence entre l'homme et la femme fait l'objet d'un débat. Selon les théoriciens du gender, ce serait une conséquence de la culture. À en croire ces théoriciens, il serait bientôt possible de changer de sexe comme on change de chemise. Alors, hommes et femmes seraient-ils interchangeables? Nous recevons Marguerite Peters, qui est journaliste spécialiste de la nouvelle éthique de la gouvernance mondiale. Bonjour. Bonjour. Et puis Cyril Brun, qui est directeur de l'Observatoire sociopolitique diocésain et qui vient donc d'organiser un colloque sur ce sujet. Voilà. Alors, au congrès, vous avez participé en 2008 à un congrès pour les 20 ans de Mulieris Dignitatem. Donc, vous avez fait ça à Rome et vous avez fait à ce moment-là, Marguerite Peters, une intervention sur l'idéologie des genders. Et c'est vrai qu'en France, me semble-t-il, ce n'était pas des choses très connues. Est-ce que vous pouvez nous éclairer évidemment sur cette théorie, idéologie à voir? Alors, premièrement, je dirais que c'est étonnant que ce soit peu connu en France parce que tout est né en France dans les années 60. Alors, il faut dire plusieurs remarques introductives. Le gender n'est pas apparu dans les manuels français comme s'il s'était sorti d'une boîte de rien du tout. En réalité, le terrain culturel se prépare déjà depuis une soixantaine d'années. Le gender a été conçu dans le monde anglo-saxon dans les années 50, quand on a considéré qu'il était nécessaire d'établir une différence entre le sexe biologique et les fonctions sociales remplies par l'homme et la femme. Le gender a une double origine, une origine féministe et une origine homosexuelle, remontant donc aux années 60. Ces deux origines sont reliées entre elles par une volonté de déconstruction de l'être, de l'homme et de la femme. Les féministes considéraient que la maternité, la spontanité, la complémentarité entre l'homme et la femme étaient des constructions sociales. Les homosexuels, quant à eux, considéraient que ce qu'ils appelaient dans leur jargon hétéronormativité, était une construction sociale. Donc ils faisaient de caractère ontologique de la personne humaine, de ce qui appartient à l'essence, à l'être de l'homme et de la femme, une construction sociale. En réalité, ça se relie tout à fait avec Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, qui se sont battus contre l'en-soi, ce qui est, pour que l'individu soit libéré des conditions de l'existence dans lesquelles il est placé, pour vivre pour soi. Donc, les féministes combattaient la maternité, la complémentarité surtout anthropologique entre l'homme et la femme. Ensuite, ces idées, qui n'étaient pas rien que des idées, parce que tout un mouvement culturel et politique s'est développé entre les années 50 et les temps dans lesquels nous sommes. Elles se sont beaucoup développées dans le milieu universitaire français dans les années 60 et américain dans les années 70. Ce sont les fameuses gender studies qui sont nées aux États-Unis dans les années 70. Alors, cette idée donc, a été produite par des intellectuels occidentaux de mouvance postmoderne. Ces idées se sont transformées en normes politiques mondiales à la conférence de Pékin sur la femme qui a eu lieu en 1995 et qui a forgé un prétendu consensus mondial sur les politiques concernant la femme. Donc la perspective du genre, que l'on traduit en français par égalité des sexes, curieusement, est une norme mondiale qui est imposée donc, partout en Afrique, dans les pays en voie de développement. Alors, donc la théorie du gender, qui est devenue une théorie, je dirais surtout à travers la contribution française, et consiste... Américaine aussi, donc oui, donc je dirais que les Français en ont fait une théorie, les Américains en ont fait un concept, ils ont donné une puissance de transformation sociale à cette théorie. Donc les Américains, par leur dynamisme, ont développé le concept, ils l'ont transformé en moteur d'une révolution culturelle
qui est beaucoup plus ample que la seule apparition dans les manuels scolaires français qui nous préoccupe pour l'instant. Alors, quelles sont les conséquences justement au plan mondial? Vous l'avez évoqué à l'instant, donc, puisque c'est un travail de plusieurs dizaines d'années, ça fait des dizaines d'années que ce gender pollue la gouvernance mondiale, l'éthique mondiale. Quelles sont les conséquences que vous connaissez, que vous remarquez? Je voyage fréquemment en Afrique. Et je constate qu'il n'y a plus un seul programme d'aide au développement qui soit financé s'il n'inclut pas la perspective du genre. Alors, en Afrique, la condition de la femme est souvent n'honore pas toujours l'égale dignité de la femme. Et donc, il y a un problème réel à résoudre. Mais la gouvernance mondiale, c'est-à-dire non seulement l'ONU, mais les ONG, les grandes ONG de développement, la Commission européenne, enfin tous les grands partenaires du développement africain ont fait de l'intégration de la perspective du genre une condition de l'aide au développement. J'ai des témoignages qui abondent en ce sens, et cela révèle le caractère normatif de cette nouvelle éthique et son intolérance aussi. Car on n'a jamais autant parlé de la démocratisation de l'Afrique et on ne permet pas aux Africains de s'auto-déterminer. Parce qu'on choisit pour eux les normes, les valeurs culturelles et éthiques qu'ils doivent appliquer s'ils veulent se développer. Est-ce qu'il y a un peu des résistances? Il y en a qui essaient de résister à ce genre de choses. Les peuples africains sont aussi très, très religieux, donc ce genre de choses, ils doivent avoir du mal à l'admettre. Ils ont énormément de mal à l'admettre quand ils sont informés, parce qu'il faut aussi mettre en lumière le caractère manipulateur du langage. Quand on parle d'égalité des sexes, on ne peut comprendre qu'il y a quelque chose qui se cache dans ce concept que si on est informé, que si on est... Or, ceux qui interprètent ce concept, ce sont les experts de la gouvernance mondiale. L'interprétation qui est faite de ce concept est celle des experts de la gouvernance mondiale qui financent les projets. Et il y a aussi des mécanismes de contrôle. Une fois qu'on met en œuvre un projet de développement qui intègre cette perspective, on va vérifier si le projet a été développé tel que la gouvernance mondiale l'entend. Si ce n'est pas le cas, on coupe les vivres, oui. On coupe les subventions. Et ça, on observe ça principalement en Afrique ou dans tous les pays en voie de développement? Je connais mieux l'Afrique, donc je peux témoigner de ce que j'ai vu en Afrique. C'est vrai que l'Afrique est peut-être particulièrement vulnérable parce que le processus démocratique n'est pas très solide. Les gouvernants sont plutôt, disons, sont manipulés eux-mêmes par cette gouvernance mondiale ou achetés par cette gouvernance mondiale. Ils ne représentent pas vraiment leur peuple, mais les nations, les peuples africains souhaitent de tout leur cœur pouvoir préserver leur culture, donc leur sens de la maternité, leur sens du sacré, leur sens de la vie, leur sens de la communauté humaine que vient casser cette norme qu'on leur impose. Alors justement, si on vient bien éclairer, qu'est-ce que vient déconstruire le gender, cette théorie? Qu'est-ce qu'elle vient déconstruire par rapport à la vie actuelle, enfin, qu'ont ces pays et quel est le risque aussi pour nos sociétés occidentales? Je dirais que ce qui est déconstruit est extrêmement profond. Ça remonte vraiment à l'origine de l'humanité. C'est-à-dire que le point de départ, c'est une vision anthropologique individualiste, donc purement laïque, c'est-à-dire qu'on ne considère pas l'être humain, l'homme et la femme, comme des personnes qui sont faites pour aimer, pour se donner, pour la maternité, pour la paternité. Et donc premièrement, on impose à des cultures non occidentales une vision de la laïcité qui est purement occidentale, et qui opère cette brisure qui n'existe pas chez eux, donc entre ce qui est du domaine laïque et du domaine sacré. C'est une imposition déjà, première imposition. On vient donc séculariser leur culture qui est ouverte à la transcendance. On vient
Donc faire de la femme un individu citoyen, laïque, qui revendique ses droits, autonome par rapport à l'homme, par rapport à son enfant. Donc on fait de la femme, on transforme la femme africaine qui a un si grand sens justement de l'amour, de la maternité, on la transforme en pure citoyenne, ce qui est déjà tout à fait contraire à la culture. Le gender incorpore bien sûr tout le programme de la révolution sexuelle occidentale, c'est-à-dire l'accès universel à la contraception, le droit à l'avortement. Tout est dans tout. Je veux dire, le gender n'est pas un concept isolé du reste, c'est un produit de la révolution féministe et sexuelle occidentale. Et donc il incorpore tout ce que cette révolution, tous les objectifs de cette révolution. Et il contribue à les mondialiser maintenant. Nous vivons aujourd'hui la mondialisation de la révolution féministe, sexuelle, culturelle, occidentale à travers ces nouvelles normes politiques mondiales dont l'égalité des sexes, la perspective du genre n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Alors si nous vivons une révolution culturelle, j'ai envie de dire, comment peut-on entrer en résistance? Peut-être Cyril Brun, vous avez peut-être des éléments à nous apporter sur cette résistance que propose déjà l'Observatoire en informant. C'est déjà un point, mais maintenant, voilà, que faire? Alors, ce que nous avons constaté, en fait, il y a un an que nous travaillons sur cette question, parce que ce qui nous avait alarmé, c'est de voir que les associations à caractère social dans la région, en tout cas au moins, étaient soumises, comme les pays africains, pour pouvoir avoir des subventions à l'introduction des principes soutenus par la théorie du genre. Alors, face à ça, nous avons cherché un peu à voir ce qu'il en était, pour nous rendre compte en fait qu'on est dans l'amalgame complet. Et c'est ce qui nous a fait choisir comme première étape de mettre en lumière le phénomène. Parce que l'une des forces de tous les tenants de la théorie du gender, c'est de passer de manière diffuse, indolore, incolore, mais bien réelle. De fait, on retrouve la théorie enfin en tout cas les conséquences de la théorie du genre un peu partout dans la société. Mais tellement diffus que les gens ne savent plus faire la différence entre ce qui relève de cette théorie, ce qui relève de la réalité anthropologique, et du coup on n'arrive plus à avoir un positionnement clair. Donc l'idée c'est déjà de mettre en lumière ce phénomène-là. Et pendant toute l'année que nous avons passée à préparer ce qui a abouti à ce colloque, nous pouvions parler de la théorie du genre, en France en tout cas au moins, et il fallait à chaque fois expliquer. Les gens, d'une part, n'en avaient jamais entendu parler, d'autre part, ne comprenaient même pas qu'on puisse se poser la question en ces termes-là, et puis ça leur paraissait très lointain parce que ça, globalement, et je pense que c'est quand même une source d'espérance, globalement, il y a un certain bon sens qui fait qu'on se dit mais ça ne tient pas. Mais il y a tellement d'amalgame affectif et sentimental en face pour expliquer que du coup les gens ne savent plus à quoi s'en tenir. Alors l'idée c'est déjà de montrer qu'il y a un problème, et qui est un vrai problème, qui est insidieux, mais qui touche tout le monde, partout, et qui est alimenté qui s'auto-alimente. Comme vous disiez, il n'y a pas que la théorie du genre, ça vient d'un long mouvement féministe qui repose sur des bases justes. Il y a des choses justes dans le combat féministe, mais tout est dans tout, en fait, parce que derrière, il y a aussi des gros intérêts économiques. Ne serait-ce que tout simplement le fait de déconstruire la personne humaine, comme c'est le fondement de la théorie du genre, fait qu'on a une multitude de personnes qui sont globalement en quête d'identité, avec un problème fondamental d'identité, avec tout le mal-être et le malaise qui est derrière. Or, humainement, la souffrance est insupportable. On cherche toujours à apaiser ces souffrances. Et ce genre de malaise structurel chez les personnes
est si je puis dire, pain béni pour la société de consommation, parce que du coup, ce sont des produits de consommation qui peuvent se développer, qui sont extrêmement importants. Donc les choses s'auto-alimentent de cette façon-là. Alors, quand on cherche à discuter avec, d'abord quand on trouve effectivement des interlocuteurs pour parler de ça, ce qui n'est pas toujours évident, alors ça commence maintenant parce qu'avec l'histoire de l'enseignement à Sciences Po et des manuels scolaires, il y a un pas qui a été franchi de visibilité, qui peut-être est d'ailleurs une erreur stratégique, parce que du coup maintenant tout le monde en parle et tout le monde s'inquiète réellement. Enfin, on va dire les personnes les plus simples, pour qui 2 et 2 font 4, commencent à s'inquiéter. Mais globalement, il est assez difficile de trouver des interlocuteurs pour parler, et quand on parle, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout sur le même niveau de discussion. Parce que quand on essaie de discuter du genre, avec tout ce que ça peut recouvrir derrière, on se trouve face à un discours qui n'a rien à voir avec un discours anthropologique, en fait. C'est-à-dire que nous, on essaye d'expliquer, mais la personne humaine, c'est ça, ce qui est déjà extrêmement difficile à définir. Et il y a un principe de réalité dans la personne humaine qui font que, encore une fois, 2 et 2 font 4, et ça, c'est un principe de réalité. Mais en face, on a un discours qui n'est pas du tout sur un principe de réalité, mais sur un principe, pour faire très court, un principe de ressenti. Et donc, le problème, c'est l'adéquation entre le ressenti que l'on a de ce que l'on pense être et la vérité de ce que l'on est. Et là, on s'aperçoit que le dialogue est assez difficile. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a au moins 2 choses que l'on peut faire, en tout cas c'est ce que nous, on va essayer de mettre en place, 2 choses que l'on peut faire pour essayer d'avancer sur ce terrain-là, c'est éclairer au maximum sur ce qu'est concrètement cette théorie du genre, ce qu'elle signifie et les conséquences qu'elle a réellement sur le développement de la personne humaine et particulièrement notamment sur les jeunes générations, puisque c'est un sujet qui est assez sensible. Et puis l'autre, c'est aussi de promouvoir, alors ça, il y a quelqu'un qui fait ça très bien, c'est Elisabeth Montfort, c'est de promouvoir la véritable image de la femme, et non pas une image de la femme version MLF, si on peut dire, de façon à montrer qu'on peut pleinement être homme, pleinement être femme, dans une véritable complémentarité, que ça c'est épanouissant, plutôt qu'un succès d'année de féminité masculinisée et inversement. Parce qu'on se rend compte dans la société actuellement que, alors je crois que c'est aussi un des grands thèmes de Éric Zemmour et Luc Ferry, c'est la féminisation de la société. Parce que qu'est-ce qui s'est passé très concrètement? Toujours dans ce combat, on se rend compte qu'il y a tout un combat de libéralisation de la femme qui a considéré que libérer la femme, c'était en faire l'égal de l'homme. Et que l'égalité, c'était vraiment une reproduction homme-femme. Sauf qu'à un moment donné, on peut arriver à restaurer un certain nombre d'injustices qui étaient réelles. On peut même arriver, en allant au-delà, à faire un certain mimétisme. Mais il y a des fonctions, comme la paternité, par exemple, qui sont indissociables. Et on se rend compte, alors là, c'est l'historien qui parle, dans les études qui sont faites pour essayer de démontrer que, effectivement, c'est une question que la sexualité est culturelle et non pas biologique, etc. Il y a tout un travail d'historiens que nous, dans la branche des historiens, on considère comme pas sérieux, qui ont cherché à retrouver cet âge d'or